sommes aujourd'hui avec Monsieur Souti Touré, ancien ministre de la décentralisation, ancien maire de Tambacounda, actuellement haut conseiller des collectivités territoriales. Et nous sommes venus, Monsieur le ministre, à votre rencontre. D'abord, bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Kayali. Voilà. Nous sommes venus à votre rencontre pour discuter avec vous des élections locales qui viennent de se dérouler au Sénégal. Au cours de ces élections, nous avons eu des maires et des présidents de conseils départementaux qui ont été élus au suffrage universel. Vous êtes une personne indiquée, compte tenu de votre passage dans différents secteurs qui concernent donc les collectivités locales. Vous avez été maire, vous avez été ministre de la décentralisation, vous êtes aujourd'hui haut conseiller des collectivités territoriales. Nous pensons qu'il n'y a pas une personne mieux indiquée que vous pour parler de ces élections-là, en tout cas de cette nouvelle situation créée par l'élection au suffrage universel des maires et des présidents départementaux. Alors, la première question que nous voulions vous poser d'abord, Monsieur le ministre, c'est quelle est la différence fondamentale entre un maire ou un président de conseil départemental élu au suffrage universel et ce qui se faisait auparavant? Oui, je vous remercie d'abord, Kadiali, pour le choix que vous avez fait de venir me rencontrer pour échanger sur cette question importante relative à une phase décisive dans la gestion, dans le processus de décentralisation. Une phase décisive pour tout système de décentralisation, tout système décentralisé de gouvernance. Bon, la différence, c'est que c'est la légitimité, le mode de légitimité. Une élection des maires au suffrage universel, cela veut dire que la légitimité leur est accordée par l'électorat de base directement. Une élection du maire par le conseil municipal, par l'assemblée des conseillers élus par les populations, est une élection indirecte. La fidélité dans le fonctionnement de ces assemblées aux aspirations des populations n'est pas automatique. Il peut arriver que dans une élection au suffrage indirect d'un maire par l'assemblée locale, par le conseil municipal, il peut arriver que le choix de celui qui a été le moteur de la victoire de la liste qui gagne peut être faussé au moment du vote des conseillers. C'est arrivé plusieurs fois qu'un chef de structure de parti qui a gagné, qui a conduit l'élection, la campagne pour faire élire sa liste, procurer à sa liste la majorité. Au moment où les conseillers élus à la base doivent le choisir ou confirmer, eh bien, ces conseillers font un autre choix. C'est ça qui fait que vous voyez les responsables de partis qui ont conduit avant leur liste dans le système passé n'étaient pas élus par les conseillers. Donc, il y a là une sorte de trahison, comme disent les électeurs souvent. Tandis que là, les populations savent d'ores et déjà qui va être leur maire. Parce que aussi, les fonctions de maire, ce sont des fonctions de représentation. Il y a des fonctions, dans la fonction de maire, il y a la dimension représentant du chef de l'État pour l'exécution des lois et des règlements, représentation des populations, chef d'une administration locale qui doit assurer la gestion des services de proximité, toutes choses qui font que l'élection au suffrage universel direct du maire constitue une innovation qui permet d'asseoir davantage la légitimité du maire et de lui conférer une stabilité et une aisance dans l'exécution de ses fonctions. Mais au-delà de cet aspect électif, de l'aspect de représentation au niveau des populations et de l'État central au niveau local, est-ce qu'il y a une différence dans la capacité des
des élus, de nouveaux élus, par rapport aux anciens, la capacité à gérer les collectivités locales ou à promouvoir leur développement? Lorsque vous parlez de capacité, bon, je pense que c'est difficile de trancher cette question avec suffisamment de précision et de rigueur. Mais disons que d'abord, l'élection du maire par l'électorat marque une évolution qui correspond à la promotion d'une citoyenneté active. L'électeur sait qui il a élu pour être le chef de l'administration locale qui doit superviser l'exécution des services de base, c'est-à-dire des activités qui sont faites dans le domaine de l'école, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine du nettoiement et dans d'autres domaines. En le sachant donc, il sait à qui demander des comptes. Il sait à qui demander. Le lien est direct, c'est un suffrage universel direct. Donc lui, il le fait aussi. Il se dit, bon, il ne laisse pas le choix, il ne laisse pas le temps de ça réfléchir, il réfléchit tout de suite. Voilà les têtes de liste qui me sont proposées pour diriger ma ville, pour diriger ma commune. Donc, il sait tout de suite à partir de leur CV, à partir de leurs compétences, de leur expérience, et aussi, généralement, souvent aussi, avec, à partir des sentiments qu'ils ont les uns pour les autres, qu'ils ont parfois pour les candidats différemment. Donc, il y a là une citoyenneté active qui est différente de l'élection par le conseiller qu'il commence par élire et qui va lui élire le mieux. Il y a ça. Il y a ensuite que, à mon avis, cela permet d'abord de donner à la campagne pour l'élection au poste de maire une orientation qui va impliquer, qui va demander, exiger du candidat maire plus de rigueur dans la préparation des propositions qu'il va présenter aux populations, plus de rigueur dans sa tenue lui-même et plus de responsabilité parce qu'il tiendra ce mandat-là, il va le tenir directement des populations. Et comme les populations sont beaucoup plus nombreuses et importantes du point de vue des principes et du point de vue des significations, elles seront beaucoup plus exigeantes dans le compte-rendu du mandat. N'y a-t-il pas un piège dans ce nouveau système électoral du suffrage universel si on sait que la plupart des prétendants aux mairies et au département ont fait des promesses qui les engagent, d'autant plus que c'est leur personne qui est engagée devant les électeurs. Est-ce qu'ils ont les instruments et les moyens nécessaires pour pouvoir faire face aux promesses qu'ils ont données? Oui, mais je pense que ça, c'est l'évolution de la démocratie. De plus en plus, les populations ont besoin d'élire les candidats sur la base de ce qu'ils proposent. Les propositions sont importantes dans tout système démocratique de ceux qui sollicitent les suffrages des populations. Et je pense que c'est indispensable. Et je crois demander que les populations leur demandent des comptes, c'est aussi un moment important, c'est aussi une forme de contrôle qui est indispensable. Parce que ça, ce sont la décentralisation, les exécutifs locaux, les assemblées locales, c'est la gestion de proximité, c'est la gestion de quotidienneté, rapidement et quotidiennement. Donc ça, à mon avis, ça marque une évolution positive. Il n'y a pas de piège, c'est l'évolution. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas réaliser toutes les promesses qu'on fait. D'abord, les réaliser dans le temps imparti du mandat, ce n'est pas évident. On ne peut pas, je peux même dire que c'est généralement totalement acquis. On les réalise dans une certaine proportion, en partie. Maintenant, si ce que vous avez réalisé au cours de votre mandat est suffisant pour permettre aux populations de vous renouveler leur confiance, pour demain combler ce qui vous a manqué, ce qui ne vous a pas été possible de faire, et vous projeter pour faire autre chose, mais je crois que les populations vous feront confiance parce que les populations aussi ont leur capacité d'analyse. Elles sauront pourquoi vous avez réussi ici et là, pourquoi vous n'avez pas réussi.
où vous n'avez rien fait. Je crois que c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est important dans un système démocratique. Ce contrôle-là est un contrôle beaucoup plus direct parce que la décentralisation et renvoi même nous permet à notre système de coller plus au principe même de la décentralisation, c'est-à-dire les affaires de quotidienneté, les affaires de proximité qui n'ont pas besoin d'être réglées. Par exemple, tu prends comme chez nous, Neteboulou. L'école n'a pas besoin, si le directeur d'école manque de craie, manque de tableau noir, est-ce qu'il est important est-ce qu'on peut laisser ça à l'appréciation de l'inspecteur d'académie de Tambacounda pour régler ce problème? Alors que le maire est à côté, il a ses bureaux à 200 mètres à côté. Alors là, on lui dit, maintenant, c'est toi qui gères le fonctionnement des écoles. Donc ce maire-là, lorsqu'il n'y a pas de tableau noir, il n'y a pas de craie, en quittant son bureau, il traverse le village pour aller à son domicile. Mais les gens lui disent non, nos enfants n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de craie. Nos enfants n'étudient pas parce qu'ils n'ont pas de tableau noir. Donc le contrôle là, direct qui est fait au nom de la pression démocratique qui est exercée sur eux fait que est plus efficace que la pression hiérarchique qui est exercée sur eux. Alors que l'inspecteur d'académie arrive, l'inspecteur départemental ou d'académie arrive, il voit que dans cette classe, ils n'étudient pas, ou en tout cas, ils étudient avec des moyens qui ne leur permettent pas d'aller vers l'efficacité. Il manque de tableau noir, il manque de craie. Mais il n'est écrit nulle part que le maître doit acheter la craie et le tableau noir. Donc, il n'a commis aucune faute. Ce contrôle hiérarchique-là est moins efficace que le contrôle démocratique. Donc, cet exemple est assez clair pour certains aspects de la gestion de la collectivité. Mais quand on regarde, par exemple, les différentes attentes des populations par rapport à ces élus locaux, et ces attentes vont même des fois au-delà de certaines capacités. Ça demande de gros moyens et qui demandent de gros investissements, par exemple. Quand on se réfère à ce genre de gros investissements, est-ce que la décentralisation offre des possibilités aux nouveaux élus de faire face? Oui, d'abord, il ne faut pas mettre dans la décentralisation ou attendre de la décentralisation ce qu'elle ne connaît pas. C'est un système aussi qui a des limites. Les maires ont des compétences dans des secteurs donnés. Est-ce que l'État lui-même, l'État central, du temps où il était dans l'organisation d'un État central, avec pouvoir déconcentré, avec toutes les compétences, était parvenu à régler les problèmes de développement du Sénégal? Vous prenez est-ce que les besoins en implantation d'écoles étaient terminés? Non. Donc, ce n'est pas parce qu'on transfère le fonctionnement de l'école à la commune que la commune doit construire dans tous ses quartiers ou dans tous les villages de la commune rurale des écoles. Elle ne peut le faire que suivant une programmation, une planification. Alors, en ce moment, quelle est la différence? La différence, c'est que la commune urbaine ou rurale, avant d'implanter, aura un programme d'implantation et de création d'écoles comme l'État, mais elle va, elle, faire une planification différente de ce que fait l'école, l'État. Donc même l'État n'a pas réussi d'abord à faire tout. Maintenant, vous avez parlé de la hiérarchie, de l'ordre de priorité et de l'ordre d'importance des moyens dont les collectivités locales territoriales doivent bénéficier pour répondre aux besoins de développement. Par exemple, la voirie est très importante. Elle nécessite des moyens. Mais ces moyens-là, une commune peut ne pas les avoir. Seulement l'expression de ces moyens auprès de l'État central, qui peut les réaliser lui, sera présentée dans un ordre de priorité arrêté par le conseil municipal et le maire. Donc c'est ça la différence. Mais on ne peut pas demander à la collectivité territoriale décentralisée de tout faire.
Si aujourd'hui, si elle pouvait tout faire, elle n'a pas trouvé que tout était fait. Alors, si nous prenons le cas précis de ces élections qui viennent de se dérouler, on entend dans la presse et dans les commentaires, dans les salons ou dans les grandes places, des propos comme les édiles, les nouvelles édiles issues de l'opposition doivent forcément composer avec l'État. Qu'est-ce qui sous-entend cette expression-là? Mais parce que d'abord, il y a un du point de vue théorique, juridique et originel, c'est l'État qui a la charge de gérer les activités qui doivent être conduites pour l'intérêt général. La définition même de l'État ne peut pas être séparée de sa fonctionnalité. L'État, c'est la gestion de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la voirie. L'intérêt général, c'est les fournitures d'eau. L'intérêt général, c'est les fournitures d'électricité. L'intérêt général, c'est le va-et-vient des gens. Ce sont donc ces activités de service public. L'État délègue une partie de ces activités qui doivent être exécutées à une autorité locale choisie. Donc cette autorité locale choisie doit forcément conformer ses activités au principe général de l'intérêt général qui, lui, est géré par l'État. Donc le préfet, regardez bien, si un maire se dit, bon, moi je ne réalise que des routes que pour des chrétiens. Est-ce que c'est normal dans une ville? Le principe et d'abord, il n'est pas venu à la tête de l'exécutif local par les chrétiens seulement. Il ne peut pas dire, je vais mener mes activités au seul profit des chrétiens, au seul profit des protestants, au seul profit des musulmans. Il faut quelqu'un, une autorité qui garantit que le principe de l'intérêt général sera respecté. Donc ces principes-là de l'État qui fondent que nous sommes en nation, ensemble, soient respectés. Donc l'État, c'est l'État qui a le monopole de la gestion de l'intérêt général. C'est pour ça que l'État a aussi le monopole de la coercition légale. C'est l'État qui peut contraindre. Est-ce que cela ne renvoie pas également à cette autre image qui montre que sur le plan politique, l'opposition et le pouvoir ont des difficultés à dialoguer et que cette difficulté à dialoguer peut se répercuter au niveau de la gestion des collectivités locales entre l'administration locale et l'administration centrale? Mais Kayali, pour toi-même, c'est une question qui n'a... Cela va de soi, c'est même le sens de la politique. Il faut que vous échangiez. C'est quand le dialogue devient impossible qu'il y a la confrontation et que ça peut évoluer vers la violence. Mais je pense qu'il y a un dialogue permanent, quand bien même il n'y a pas d'opposition partisane. Même lorsque, aujourd'hui, une collectivité locale, vous rentrez dans une collectivité locale pour être dans les contingences du moment, une collectivité locale totalement contrôlée par la paix, mais vous verrez des divergences d'opinion, des divergences d'analyse. C'est le sens même de la politique. À mon avis, c'est même une bonne chose. C'est discuter de ça qui est une bonne chose. Maintenant, que l'État central et l'État et l'administration locale, l'exécutif local d'une commune, d'un département, soient obligés de gérer ensemble, oui, parce que doivent être dans la logique, dans le respect, la logique du respect du principe de l'intérêt général. Et la logique du respect de l'intérêt général, c'est l'État. Le chef de l'État, c'est le président de la République, qui a un gouvernement. Le gouvernement a une administration à sa disposition. Donc, faire respecter les lois, les règlements, donc les principes d'action de l'État au profit des populations qui ont voté pour un chef de l'État. Donc c'est tout à fait logique. Tout à l'heure, vous avez dit, mais les collectivités locales, elles n'ont pas les moyens pour faire de grands investissements. Oui,
Non, pas de grands moyens, mais vous avez vu que l'État aussi... Pourtant, des promesses ont été faites pendant la campagne électorale. Oui, mais les promesses ont été faites et parfois même des réalisations de l'État ont été présentées par certains maires comme leur réalisation. Ça, c'est de la politique. Bon, et c'est normal parce que l'État, par exemple, dans le cas du Sénégal, nous sommes dans le cas de Promoville, nous sommes dans le cas du PACASEN. Des réalisations ont été faites à partir des projets de l'État. Elles n'avaient pas de voirie, maintenant elles ont de la voirie. C'est Samba qui a amené ça. Est-ce que c'est Samba qui l'a fait par son lobbying? Soit. Mais le principe de subsidiarité qui fait que ou l'État ou la collectivité locale doit régler ce problème au profit des populations. Mais ce principe-là est incontournable dans tout système de décentralisation. Je disais la dernière fois que le principe de subsidiarité, quand l'État n'est pas là, la collectivité locale est là. Quand la collectivité locale est défaillante, l'État doit suppléer. Est-ce consubstantiel à la décentralisation? La subsidiarité se remplace. On peut comprendre donc que si le débat, plutôt le dialogue politique intra-parti peut poser des problèmes, mais ce problème ne devrait pas exister au niveau des collectivités locales, entre les collectivités locales et l'État, même si ce sont des collectivités qui sont opposées au parti au pouvoir. Le système tel que moi je le quittais en tout cas, de près, je suis toujours là-dedans, mais tel que je l'avais laissé à l'époque du temps, ne permettait pas de difficultés majeures. Pourquoi? Au plan, on dit aux collectivités locales, voici les compétences, les domaines dans lesquels vous avez des compétences et jusqu'à quel niveau. Maintenant, voici les moyens qui sont mis à votre disposition pour ça, ou les sources du moyen, le budget. Le budget, il est approuvé par le préfet, représentant de l'État central. Pourquoi? Mais moi, je reviens d'Italie ou bien je reviens de l'extérieur. Je dis à mon conseil municipal, bon, j'ai de l'argent pour vous. Ça fait peut-être 3 ou 4 fois plus le budget. Mais cet argent-là, personne ne connaît la nature de la source. Personne ne sait, ne peut préciser de quelle source provient cet argent-là. Moi, maire, je n'ai pas de service de renseignement. Je n'ai pas la possibilité d'avoir les informations de notre ambassade en France ou en Russie pour me dire cette ONG qui m'envoie de l'argent est de telle nature ou de telle nature, évolue dans telle ou telle activité. Tu conviens quand même qu'on en a besoin. Parce que, voilà, donc, il y a, à tout point de vue, on dit, bon, aujourd'hui, tu peux faire des lotissements, mais approuvé par le préfet. Oui, parce que tu vas parcelliser une partie du territoire du Sénégal, qui est une entité de l'État, qui appartient à la nation. En parcellisant ça, tu dis, bon, tu vas parcelliser, par exemple, le cimetière des gens, comme c'est arrivé en Casamance. Est-ce que tu sais que le conflit de Casamance, entre autres déclics, il y a eu ça. Il y a eu la parcellisation d'un truc. Alors, le préfet, lui, vous lui dites, je veux parcelliser au-dessus du côté de Cambérène, telle partie. Le préfet dit, bon, d'accord, le préfet instruit. Le préfet, lui, peut instruire le service de renseignement de l'État de faire une enquête. Qu'est-ce que ce lotissement peut provoquer comme remous au plan social, comme remous au plan modification au plan des activités économiques, et ainsi de suite. Le préfet a les renseignements, il dit, bon, ça ne pose pas de problème. Ou voilà les problèmes il faut discuter avec l'autorité religieuse, l'autorité coutumière, il faut discuter avec les jeunes, et ainsi de suite. Et à partir de ça, il vous donne les conditions qui peuvent vous permettre de faire le meilleur lotissement possible. Voilà. Donc ils doivent collaborer. Les domaines sont, les limites des uns et des autres sont connues, les pouvoirs des uns et des autres sont connus. Et le préfet
ne peut s'opposer aux choix et aux décisions, ne peut s'opposer aux décisions du maire que lorsqu'elles sont contraires à la loi. C'est pour ça qu'on a dit on substitue au contrôle d'opportunité. Le préfet ne peut pas dire non, ce n'est pas le moment. Le préfet il peut lui dire mais c'est pas, ça peut entraîner des troubles. Or, le gardien de l'entité chargée du maintien de l'ordre et de la cohésion, c'est l'État. Il dit je m'oppose. L'autre lui dit, donc ça c'est la loi. Il a contrôlé du point de vue de la loi, mais pas du point de vue de l'opportunité. Alors, certains nouveaux élus ont lancé comme une sorte de mise en garde à l'endroit de l'État en leur disant que pourvu que l'État ne nous mette pas des bâtons dans le roues, nous ferons ce qu'il faut faire pour développer nos collectivités. Mais les bâtons dans les roues, comment? Je vous dis, l'État ne peut refuser que lorsque c'est contraire à la loi. Mais ça, lorsque c'est le cas, mais l'État peut et doit. Parce qu'au-delà, on peut aller vers des situations de trouble. Parce qu'au-delà, on peut aller vers des situations qui fragilisent l'État, la composition de l'État, parce que les collectivités locales sont dans l'État. Supposez, par exemple, moi j'ai une manne à partager entre des quartiers. Je privilégie les quartiers mandingues où je me trouve. Mais cette délibération, si j'étais préfet, je la rejette. Est-ce que je peux venir dans un quartier intervenir pour les familles mandingues seulement? Alors, aujourd'hui, nous sommes donc au niveau des installations de ces édiles. Bon, vous avez un regard... Et l'État a fait, par rapport à ta question, l'État a fait plus. L'État a dit, lorsque l'élu n'est pas, le chef de l'exécutif local n'est pas d'accord avec le rejet ou l'observation du préfet, peut aller vers le tribunal. Donc, ce contrôle de légalité peut aller vers un contentieux. Et justement, à ce propos, est-ce que le HCCT a un rôle à jouer dans ce genre de situation? Non, le HCCT n'a pas de rôle à jouer dans ces situations. Par contre, le HCCT a fait, et comme cela se doit, des recommandations sur l'exercice du contrôle de légalité des actes des élus, des exécutifs locaux, la meilleure façon de permettre le contrôle avec la plus grande efficacité et dans un délai minimum, ainsi que le veut la décentralisation. Donc le HCCT n'a pas de rôle directif, impératif en direction des collectivités locales, encore moins en direction du gouvernement. Par contre, le HCCT a un rôle du point de vue du Conseil, donc de formuler des propositions de recommandations, de suggestions au chef de l'État, qui lui a son gouvernement et son administration, représentés par, entre autres, par les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets. Nous sommes avec M. Souti Touré, ancien maire, ancien ministre de la décentralisation, au conseiller des collectivités territoriales. Nous vous remercions, Monsieur le ministre Souti Touré,